Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler de la fonction de DGS à 1 an de la prochaine élection, mais tout de suite les brèves de la semaine avec un décret qui fait évoluer le statut particulier des administrateurs de l'État et un autre sur le dispositif activité partielle de longue durée rebond, qui est essentiellement de droit privé à la base, mais qui peut s'appliquer dans le monde public. Le Conseil d'État nous a dit sur quoi on peut fonder un refus de titularisation dans le cas d'un travailleur en situation de handicap. Et puis on a aussi un volet contrat de l'actualité avec une décision très intéressante de la CA de Marseille sur les points de départ de la décennale. Voici quelques détails, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et la direction des achats de l'État qui estime qu'elle a des indicateurs très positifs pour le côté éco-responsable de l'évolution de ces achats. Voir sur leur site, je vous ai mis ici les références. Information du Monde selon laquelle le mandat 2026-2032 sera peut-être finalement en 2026-2033 pour éviter de percuter les futures présidentielles et peut-être législatives d'alors. Tout comme d'ailleurs, comme vous le savez, il est prévu que les régionales et départementales de 2027 soient finalement en 2028 pour les mêmes raisons. Actualité aussi en matière de responsabilité financière des gestionnaires publics avec un arrêt intéressant de la Cour d'appel financière, Régie Gazélec de Péronne. Je vous ai mis plein de détails, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et un autre de la Cour des comptes du 17 avril 2025. Alors là, on avait une association qui avait fait un appel à la collecte, à une sorte de cagnotte, pour financer une maison destinée aux parents, aux familles. Est-ce que c'était déjà dans ce cas-là, des deniers publics, puisque ça allait servir à un objet public? Non, mais parce que ce n'était pas totalement fléché vers une dépense publique, un reversement à l'établissement public de santé au moment de la collecte. Donc attention, si c'est déjà fléché, que des mesures de particulière de prudence seront à mettre en œuvre. On en avait parlé, vous vous souvenez de la difficulté de s'assurer pour les collectivités territoriales, vaste sujet dont tout le monde parle. Il y a d'abord des éléments qui sont extra-juridiques. Les assureurs ont du mal à répondre à des appels d'offres où on n'a pas un inventaire patrimonial précis, à donner des prix uniquement en prix au mètre carré, des choses comme ça. Mais indépendamment de cela, il y a de vraies difficultés et l'État s'est mis d'accord avec un grand nombre d'acteurs, France Assureurs, les principales associations d'élus, pour faire une charte de l'assurabilité, oui, bon, d'accord, et surtout un plan d'action assez précis avec une cellule d'accompagnement, des comités locaux. Ça va pas tout changer, mais ça pourrait améliorer les choses. N'hésitez pas à voir sur les différentes pages, notamment des sites de la DGCL. Bon, en matière d'eau, on en avait parlé il y a 15 jours. On a eu la loi, notamment, visant à assouplir la compétence eau et assainissement, en fait, qui supprime l'échéance de 2026 pour les comités de communes pour la prise de ces compétences, mais qui met pas mal d'autres choses. Par rapport à ce qu'on avait vu ensemble dans un grand dossier, rien n'a changé, si ce n'est que la loi, donc voici ici les références, a été publiée. A été diffusé aussi un arrêt important du Conseil d'État qui nous dit deux choses. Premièrement, quand une agence de l'eau prend son programme pluriannuel d'intervention, ce n'est pas en exécution du SDAGE. Ce qui veut dire que s'il y a une illégalité éventuelle dans le SDAGE, ça ne va pas, par effet domino, par exception d'illégalité, entraîner l'illégalité de ce programme pluriannuel. Première chose. Deuxième chose, un peu mezzo voce, le Conseil d'État a validé, ce qui était déjà la position de la CA de Versailles, selon laquelle ces programmes peuvent financer, en l'occurrence via des études, un peu plus les études de continuité écologique des cours d'eau quand il s'agit de supprimer des obstacles à celles-ci, ce qui, dans le monde notamment des moulins, suscite beaucoup d'émotions. En matière d'aménagement, grosse actualité également, avec le tribunal des conflits qui nous dit quel tribunal saisir quand on va contester l'astreinte prononcée par le juge pénal en matière d'infraction en droit de l'urbanisme. Et puis la Cour de cassation qui ouvre un peu plus encore qu'il y a un mois et demi les portes de l'action en référé quand on a des constructions illégales. Il semblerait que le gouvernement et un grand nombre de parlementaires se soient mis d'accord sur la proposition de loi Uvert qui simplifierait le droit de l'urbanisme sur un certain nombre de choses, mais attendons de voir. Et puis une décision très importante du Conseil d'État du 11 avril 2025 sur l'urbanisme. Quel sort faut-il réserver à une demande d'autorisation qui porte sur un projet non conforme? C'est le rejet, mais est-ce qu'on n'a pas l'obligation de le délivrer quand même avec des prescriptions spéciales qui rendraient le projet légal? La réponse est non. C'est un gros sujet. On en fera notre grand dossier dans quelques temps. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà.
Et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier, DGS, piloter la fin du mandat. Bah oui, parce que 6 ans, ça passe vite, surtout avec le mandat un peu particulier que l'on vient d'avoir. Et dans un an, il y a les prochaines municipales qui, là aussi, conduisent à devoir aller très vite, finir un certain nombre de chantiers. Vous savez, la grande plaisanterie selon laquelle, si vous avez fini vos grands travaux ou vos grandes rénovations ou vos grandes réalisations 1 an avant les élections, les gens oublient que c'était vous. Et si vous l'avez fini 2 mois avant les élections, les gens ne se souviennent que des enquiquinements du chantier. Bon, c'est une plaisanterie, mais il y a un rythme quand même qui consiste à, en fin de mandat, éviter les difficultés, déjouer des manipulations politiques ou des accusations où l'administration sert finalement de cible indirecte. Et il y a toujours évidemment une plus grande tension, un certain nombre de difficultés, plus bien sûr la mise en œuvre du droit propre à la communication en période préélectorale. Sur tout ceci, j'ai voulu poser la question à 2 DGS. Bonjour à tous les deux. Bonjour maître. Commençons par une question. Je vous pose à chaque fois les mêmes questions aux deux. Première question, en général le but, comme je viens de le dire, c'est d'éviter qu'il y ait des difficultés de chantier infini, c'est de ne pas ouvrir de nouveaux chantiers, de ne pas prêter le flanc aux attaques. Ceci dit, je connais des collectivités où on change le rythme des comités de pilotage pour suivre les choses plus étroitement, ou essayer d'avoir des nouveaux labels ou autres. D'autres, au contraire, ne veulent rien changer. Et vous, que faites-vous? Commençons par toi, par exemple, Alain. Que faites-vous? Que fais-tu? Et que préconises-tu? Alors, moi je crois que sur la dernière année, il faut surtout pas changer l'organisation. Il faut veiller surtout à ce que les investissements qui ont été lancés et sur lesquels l'exécutif souhaite une finition avant ces élections, il faut veiller à ce que cela soit fini. Le faire sereinement avec les effectifs et les élus, surtout ne pas changer des méthodes de travail qui ont été mises en place depuis longtemps. Et le second point sur lequel moi, je porte une véritable attention et j'appelle l'attention de mes effectifs à en faire de même, c'est que l'année de fin de mandat, c'est aussi une année financièrement très importante. Je pourrais même dire que cette année de fin de mandat, financièrement, elle est importante 2 ans avant les prochaines élections municipales. Et je fais très attention aux résultats de clôture 2025, qui se construit évidemment presque sur 2024 et 2025, parce que une première année de mandat suivant, il faut s'assurer très prosaïquement qu'il reste des sous dans les caisses. Donc je fais très attention à l'atterrissage financier de ma collectivité. Et vous, Madame la DGS, même question. Moi, il me semble que le mandat 2020-2026, il a été assez particulier, très chahuté, entre le Covid, la crise énergétique, l'inflation, la guerre en Ukraine. Dans la commune que je dirige, les émeutes urbaines de juin 2023 sont également venues percuter. Ça nous a amené à revoir notre PPI en direction générale, afin d'amener les élus finalement 2 ans et demi avant la fin du mandat, à prioriser les projets, à reporter certains au profit des réhabilitations post-émeute. Je rejoins Monsieur Narcisse. Pour moi, il y a 3 enjeux sur cette fin de mandat. J'ajouterai la mise en valeur des réalisations, l'atterrissage effectivement des projets pour assurer la bonne finalisation des engagements politiques et anticiper les aspects financiers pour transmettre une situation la plus claire possible. Je trouve qu'en cette fin de mandat, on devient encore plus que jamais des chefs d'orchestre du temps pour accélérer ce qui doit l'être, temporiser ce qui demande à être reconsidéré et chercher à aligner tant que possible le temps politique, le temps administratif et le temps budgétaire. Restons avec vous, Madame la DGS, sur le volet maintenant communication. Le plus usuel est de communiquer sur les sujets politiquement sensibles avant le 1er septembre et de faire ensuite un décrescendo, mais le 1er septembre est une barrière dont il ne faut pas sous-estimer l'importance. Le travail politique est beaucoup moins celui du DGS que du directeur de cabinet, oui bien sûr, mais le DGS va s'assurer du respect des articles L52.1 du Code électoral, L52.4 et suivants, et devoir déjouer 2-3 petites choses. Avez-vous, sur ce mandat, mis en place, ou les précédents, des choses, et avec quels conseils là aussi à prodiguer aux autres DGS? Sur ces questions de communication, nécessairement un travail avec les services et le cabinet doit se mettre en place pour que la communication puisse adapter son plan aux particularités de cette période.
il ne s'agit pas d'arrêter de communiquer, mais de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous aurions lancé cette communication si nous n'avions pas été à l'approche des élections? Et est-ce que nous l'aurions fait de la même manière auparavant? Si la réponse est positive, on peut continuer à communiquer en respectant les principes habituels. L'antériorité, on reproduit des actions de communication qui ont été déjà réalisées, on ne bouleverse pas le rythme habituel des manifestations et des publications, et bien évidemment, on les mène de la même façon, avec la même importance, le même budget, toujours en restant neutre et informatif. Ah ben Alain, même question. Moi, je partage complètement ce que vient de dire Madame Croze. J'ai le sentiment en interne chez moi, mais c'est un sentiment que je veille à faire valider tant du côté direction générale que du cabinet. J'ai le sentiment que mes cadres sont extrêmement sensibles à ces sujets d'antériorité sur une année préélectorale. Donc on veille sur certains projets sur lesquels notre exécutif est extrêmement sensible et veut voir une concrétisation avant les élections. On veille à matérialiser des actes qui assurent la traçabilité du projet antérieurement à ces fameux 6 mois. Et puis, afin que, effectivement, si on a besoin de l'inaugurer ou de le mettre en valeur, on puisse acter le fait qu'il n'y avait pas il n'y a pas de souci juridique et que ça ne risque pas d'interférer avec la campagne municipale à venir. Et de façon très claire, hein, moi, je préconise volontiers en interne une sorte de droit au doute. Si on a un doute sur ce sujet-là, mes services non seulement en discutent avec le directeur de cabinet, avec moi évidemment, mais je préconise très ouvertement de faire appel à notre conseil, faire appel à notre avocat habituel sur ces sujets-là, afin qu'on puisse éviter tout risque contentieux. C'est une gestion qu'on a à la fois en interne, donc, mais aussi en externe. Si on a un doute sur ces sujets-là, on fait appel à notre avocat qui nous aidera à construire une décision définitive afin de sécuriser notre exécutif. Et je crois que tu y insistes particulièrement, Alain, c'est aussi un moment d'une particulière sensibilité en matière de RH, y compris en matière de risques psychosociaux, de possibles tensions ou de nervosité anticipée dans les équipes. Qu'en est-il? C'est incontestable. Et je dirais même que cette année électorale, au niveau gestion RH, risque psychosocial, climat social en général, et je trouve d'autant plus complexe pour nous que nous avons de façon nationale des problématiques de recrutement. Et il y a une sorte d'effet de ciseau entre la charge de travail qui est la nôtre et la volumétrie RH qui est chargée de l'accomplir. Donc moi, ce que je préconise en interne, c'est de veiller au niveau des encadrants à diffuser un discours selon lequel c'est une année presque normale, même si ça peut sembler contradictoire avec tout ce que j'ai pu dire depuis 10 minutes. On a le droit à l'erreur. C'est très important de reconnaître le fait qu'on a le droit à l'erreur. On a des agents qui sont extrêmement engagés, mobilisés, surchargés. Il faut les aider au mieux, les écouter, veiller à lancer des procédures de recrutement pour renforcer les services. S'il y a un bug, s'il y a un dysfonctionnement, on est là pour aider, corriger, surtout ne pas rentrer dans une logique de sanctions un peu brutales et pour de mauvais motifs. On sait que c'est une année où on est un peu plus en stress que d'habitude. On va mettre des guillemets à cette expression, mais c'est légitime parce qu'on a envie d'être efficient et de montrer que le service public est à la hauteur, peut-être un tout petit peu plus que les 5 années précédentes, c'est tout à fait naturel. Mais j'ai envie de dire, et je le dis le plus souvent à mes collègues, c'est une année normale, vous êtes chaque jour engagés. Et encore une fois, s'il y a un problème spécifique sur cette dernière année, on verbalise, on en parle et on est ensemble. Et Madame le DGS, même question. Je rejoins Monsieur Narcisse, effectivement, les cadres peuvent s'interroger sur l'après-mandat et c'est bien légitime.
Certes, rien n'est figé et il faut vivre avec cette forme d'incertitude et aussi de temporisation parfois que l'on peut mettre sur les projets, mais tout en gardant une dynamique. Ce qu'on prépare aujourd'hui, ça nous permettra d'aborder demain avec méthode. Notre réflexion de DGS, de l'administration, ne s'arrête pas à mars 2026. Il faut continuer à documenter chaque jour et à dessiner un calendrier des enjeux au-delà du mandat pour que les politiques publiques s'inscrivent sur un temps long. Je pense que c'est aussi à vocation à rassurer et à accompagner l'administration de ne pas mettre cette déchéance butoir. Allez, pour la route, avez-vous d'autres conseils ? Je pense qu'on a déjà fait un bon tour, me semble-t-il. Voilà, il faut essayer de garder le cap, de ne pas céder à une forme de course, un peu de frénésie de fin de mandat, et essayer que cette période ne soit pas démobilisatrice aussi pour des cadres. Il y a une forme d'ascension un peu grisante. Veillons à ce que ce ne soit pas démobilisateur peut-être dans les prochains mois. Même chose Alain, d'autres conseils ? Moi, je reprendrai ce que vient de dire Laetitia. Je crois que cette dernière année, c'est un peu la théorie du petit canard. Vous savez, c'est souvent une métaphore que je prends vis-à-vis de mes collègues. Nous, en direction générale, mais la plupart de nos collègues aussi, on doit être comme un petit canard dans la mare, c'est-à-dire que quand on le regarde, il a l'air super zen, mais ses pattes battent extrêmement vite. C'est un peu la métaphore de nos missions sur cette dernière année. Il faut essayer de rester zen parce qu'effectivement, on communique nos stress aux autres et ça ne sert absolument à rien. Ce qui n'empêche pas que de temps en temps, on ne reste pas complètement zen, hein, on est humain aussi, mais il faut absolument diffuser en interne et à l'égard de nos élus aussi un message de sérénité maximale qui est un gage de réussite et de consolidation des objectifs que l'on veut atteindre, que l'on connaît, on sait pourquoi on est là, on est entouré de gens compétents, on essaie de les valoriser et de leur dire qu'on va y arriver ensemble. Vraiment, il y a un message de sérénité à diffuser, ce qui n'est pas contradictoire, encore une fois, ce qui va même de pair avec une charge de travail incontestable. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour d'autres épisodes de ces 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.